De Gaulle, d'ailleurs, De Gaulle n'avait pas émis ses idées politiques à l'époque. Il était royaliste, il était plutôt de droite. Il lisait le journal des royalistes, l'Action française, et il était pour Maurras. Bon, après, il était embobiné par un tas de coquins et il a mis en avant des idées plus ou moins de gauche. Pour de Gaulle, et ça c'est dans le milieu où Charles de Gaulle vient au monde et dans le milieu où il est formé idéologiquement. Je vous rappelle qu'il est fils d'instituteur, professeur d'histoire, qu'il est de famille maurassienne, qu'il est républicain comme tous ses frères. D'ailleurs, c'est la fameuse phrase de sa mère que au malheur, mes fils sont républicains. À une petite nuance près, son père est monarchiste et dreyfusard, ce qui est assez rare pour être souligné. Juste en aparté, je vous rappelle, à mon avis, le meilleur ouvrage pour comprendre l'affaire Dreyfus, c'est Le pouvoir intellectuel en France, de Régis Debray. Où vous verrez que l'affaire Dreyfus, pour y revenir dans les questions, n'a pas grand-chose à voir ni avec l'antisémitisme, ni avec la droite et la gauche. Mais beaucoup plus avec une guerre au sein du camp intellectuel entre les écrivains et les journalistes. C'est la thèse de Régis Debray que je trouve particulièrement brillante et je vous y renvoie. De Gaulle va tirer de ce moule familial un peu particulier une conscience aiguë de l'unité de la France. Chez De Gaulle, il n'y a pas, si vous voulez, la France ne naît pas en 1789, bien évidemment. D'ailleurs, il calquera sa politique sur ce qu'il appelait les leçons millénaires de la Maison France. Elle n'y meurt pas non plus, même si ce n'est pas un admirateur. C'est un admirateur de quelques figures de la Révolution, mais pas de la Révolution dans son ensemble, loin de là. Il va puiser, ça je vous renvoie au très bel ouvrage d'Alain Larcan, De Gaulle, la culture, l'esprit, la foi. Il va puiser au meilleur de la pensée de son temps pour être une synthèse absolument originale, avant tout de deux ou trois grands auteurs. Barrès, enfin, moi ce que je vois c'est avant tout l'influence de Barrès. L'influence de Maurras est certaine, mais elle est par rapport à celle de Barrès secondaire, parce que sur le point, sur la grande dispute entre maurassiens et barrésiens, qui est est-ce que le régime républicain est acceptable, le Maurras de l'âge mûr, parce qu'il ne faut pas oublier que Maurras a une jeunesse républicaine, ce que beaucoup de gens ont tendance à minorer. Le Maurras de l'âge mûr, lui, dit que la République ne peut être acceptable parce que et que pour la combattre, il faut être politiquement catholique. Je rappelle que c'est pas du tout le Maurras lui-même a un rapport à la religion qui est tout à fait particulier, et 6 de ses livres restèrent tout au long de sa vie à l'index. D'ailleurs, je crois que certains y sont encore, d'ailleurs. Et Barrès répond le retour à la monarchie, certes, mais les racines, ça c'est une phrase de Barrès dans la correspondance, les racines de la monarchie ont été coupées. Et de vouloir la réinstaller, bien sûr, là, le mot serait anachronique, mais ce que Barrès craint d'une partie des Maurassiens, c'est un aspect, à force de vouloir à tout prix remettre le roi, on couronnerait n'importe qui et on ferait une parodie de monarchie. Et cette crainte-là, est-ce que De Gaulle l'a partagée? C'est très difficile à dire, mais dans ses rapports avec le comte de Paris, il y avait peut-être ça. Là, c'est une hypothèse. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que toute maison divisée contre elle-même périra. Et c'est
pour cela que De Gaulle essaye d'assumer 1789 en essayant de redonner les fameuses leçons millénaires de la Maison France, c'est-à-dire en essayant de prendre le meilleur de la monarchie, ce qu'il appelait faire un compromis entre la dictature et la démocratie. Oui, au passage, la notion de politiquement correct n'a, à l'époque où on parle, aucun sens. Aujourd'hui, ce serait la 17e chambre correctionnelle. Mais nous sommes entrés dans un monde civilisé. Une république censée être meilleure. Hein. Alors, où on en est aujourd'hui pour conclure? Eh bien, aujourd'hui, on a des républiques partout. Vous avez constaté le point commun entre tous les présidents de toute la République. Vous avez notre président, vous avez le président italien, vous avez Bolsonaro au Brésil, vous avez Bachar el-Assad, vous avez le maréchal al-Sisi, vous avez le président de la République chinoise. Ils ont tous un point commun. Ils se prennent tous pour Dieu. Non, bon. Alors dire, la monarchie doit divin, on saute à pieds joints dessus, mais nous, on est bien plus fort que Dieu. D'ailleurs, on a liquidé Dieu parce qu'on ne croit plus du tout en Dieu. Il n'y a plus d'enseignement moral et spirituel dans les écoles. On est une république laïque, donc venez pas vous parler d'histoire sainte. Ça n'existe plus. On fait un régime purement matériel. Pourquoi pas, plutôt que spirituel, parce que nos monarchies, je l'ai prouvé, là, elles ont un côté spirituel. Notre république ne peut pas en avoir. Nos présidents, quelle que soit leur valeur, s'ils peuvent être très bons, ils sont pas de côté spirituel, ésotérique, cramettent en initiation, pouvoir divin. Eux, ils pensent qu'ils ont un pouvoir divin, ils sont maîtres du monde. Mais, symboliquement parlant, c'est impossible. S'ils sont inspirés, c'est par une force qui est pas très divine, quelque part. Pas très pure, quelque part. Et, bon, comment on peut juger s'ils sont mauvais au résultat? Le pays va dans le mur. C'est clair. Ben oui, parce qu'à partir du moment où vous dites j'ai des principes, j'obéis à une loi cosmique, j'obéis à des règles de chevalerie et à des principes moraux, je fais le bien du peuple, je cherche la prospérité, je fais ceci, je tiens compte des avis des plus grands génies scientifiques, philosophiques du pays, etc., où je fais ce que je veux, parce que le peuple m'a élu. Vous avez vu comment ils sont élus. Quand vous enlevez le nombre d'abstentions, le nombre de bulletins blancs, et que vous comptez non pas le résultat électoral par rapport au nombre de suffrages exprimés, mais par rapport au nombre d'électeurs inscrits, ils font 15%. À dire, nous, on est élus, on tient notre pouvoir, vous avez vu de où? D'en bas. Tient pas son pouvoir d'en haut. Et Dieu tient son pouvoir d'en bas, les électeurs. Alors, c'est pas péjoratif de dire les électeurs sont en bas, parce que c'est la base. Comme dit toujours le Parti communiste, c'est la base et on élit nos représentants. Donc ça monte de par en bas vers le sommet. On n'a pas le pouvoir d'en haut qui descend sur un individu par-dessus. C'est l'inverse. C'est totalement l'inverse. Alors forcément on peut être d'avis partagé. Je préfère une république, je préfère une monarchie. Mais bon, alors il y a toujours des gens qui disent, oui mais vous savez, du temps de la monarchie, il y avait des abominations sans nom. Il y avait des guerres, il y avait... des guerres civiles, il y avait la famine, et puis c'est pareil aujourd'hui. Oui, d'accord, mais ça a toujours été indépendamment du pouvoir. C'est le sort de l'humanité, c'est des erreurs qui sont faites, parce que là on n'est pas au dire, on fait le bilan de tous les résultats, on fait le bilan d'une symbolique. Alors normalement, bien sûr, alors on peut pas juger tous les siècles, il y a eu des périodes de calamité, parce que à un certain moment il y a eu quelques mauvais rois. Philippe le Bel qui a descendu l'ordre des Templiers, qui a tellement malmené un pape que le pape en est mort. Je veux dire que ce roi-là, il n'a pas donné de satisfecit à la monarchie. Bon, après, Louis XIV, c'est le grand règne, majestueux, etc., etc. Et comme je disais tout à l'heure, Louis XIV n'avait pas le quart du millième du pouvoir du président actuel. En liste de pouvoir. Et sans compter les moyens de les appliquer, Parce que du temps de Louis XIV, j'ai signé un avis, là, et puis le temps que ça arrive dans les Cévennes, pour un village de 50 habitants qui devait appliquer la décision prise à Versailles, ça mettait déjà très longtemps, en fonction des courriers d'époque, c'était plus ou moins appliqué, la police vient très peu vérifier l'application des ordres du roi, alors qu'aujourd'hui, avec Internet, avec machin, c'est connu dans la minute, et il y a beaucoup plus de pouvoir de contrôle
que dans les siècles précédents. En fait, en clair, les présidents de tous les pays d'aujourd'hui ont beaucoup plus de pouvoir, même s'ils disent c'est démocratique, donc en fait j'en ai pas, ou pas beaucoup, et puis le peuple a le droit de me contester, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on conteste beaucoup le président. Il peut même être complètement claqué. Mais aller le faire avec Louis XIV, c'est impossible. Hein. Et si vous le faites, vous êtes écartelé tout de suite. C'est fini, sacrilège. Parce que là, on dit sacrilège. Hein, c'est pas toucher le roi, parce que le roi a deux corps. Il y a la double conception du corps du roi. Vous avez le corps physique, c'est l'individu. Puis le corps de la fonction. En fait, le roi hérite d'une fonction. La fonction royale est indépendante de son individu. C'est pour ça qu'ils peuvent être remplacés. Hein. Louis XIII, Louis XIV, Louis XV sont des corps qui revêtent une puissance supérieure. La puissance supérieure existe toujours et eux, en tant qu'individus, peuvent disparaître. Donc on peut toujours dire, vous avez touché le corps physique, vous n'avez pas touché l'esprit de la fonction. Mais c'était assimilé, vous avez offensé le roi et le principe royal. C'est pour ça que certains qui avaient fait un attentat contre le roi étaient condamnés à mort quasiment. Mais pas du tout parce qu'ils aimaient pas Louis XIV. Hein. Louis XIV n'a pas été assassiné, mais d'autres. Hein, sacrilège. En fait, quand la monarchie est sacrée, toute offense au personnage sacré et au pouvoir sacré est un sacrilège en soi. Exécuter Louis XVI, c'est pas la mise à mort d'un souverain pas bon, ou un changement de système politique, c'est de l'ordre du sacrilège. Selon la tradition primordiale, hein, bien entendu. Voilà, on arrête là, c'est terminé pour cette conférence. Et vive le roi. D'où la fameuse question, la fameuse phrase, hein, le roi est mort, vive le roi. Parce que le roi, dans son corps physique, l'individu meurt, la fonction royale est éternelle, son successeur revêt le manteau de la fonction, et le roi est mort, vive le roi, la royauté continue. Et on arrête là-dessus. Merci beaucoup. Allez, merci à tous.